Putain, c'est quoi ça? Ah, c'est bizarre en fait. C'est blanc là. En fait, tu veux, le RFD là, il s'est vraiment renforcé. Donc je pense qu'il peut y avoir un truc à l'intérieur par contre. Regarde, on est pile dans le crochet là. À la prochaine carrefour, tu t'arrêteras un petit peu. On est pile là où il faut, les gars. Va pas trop vite parce que ça s'enroule, c'est ici. Je pense qu'il y a une tornade, là, les gars, là-dessous. C'est pas possible. Les wrappes d'avant. Là, les wraps, là, c'est sûr. Ah, et le rideau est juste là. Hein. Là, on va en haut de la butte, on est bon. On est en train de se faire enrouler là. On va se faire enrouler par le RFD là. Après 3 tentatives infructueuses pour pouvoir partir aux États-Unis, bloquées en raison des conditions sanitaires, on arrive enfin en 2023 à se projeter pour les Grandes Plaines. Littéralement de mon côté, ça fait plus de 5 ans que j'attends ce voyage. Le rêve de gosse entre guillemets qui se réalise pour moi. On décide de partir de l'aéroport de Francfort afin de pouvoir bénéficier d'un vol direct jusqu'à Dallas, situé dans le Texas. On espère que tout va bien se passer, que l'avion va pas être retardé. À l'aéroport, profitant du temps qui nous est alloué avant l'embarquement, Jérémy fait quelques petites prévisions pour notre arrivée sur le sol américain et on profite pour nous donner ces petits tips qu'il aura pu obtenir en faisant de la prévision météorologique américaine durant les quelques semaines de préparation de ce voyage. Ce qui fait que moi, j'ai toujours du mal sur les secteurs que tu vises avec le HRR. Je sais jamais trop où c'est qu'il faut scanner, c'est chiant, tu vois. Bah là, ouais, avec sur Météo Ciel, j'ai une vue globale du pays et je vois à quel moment c'est intéressant et à quel endroit. Et après, je bascule sur la HRR. Allez, ça y est, c'est parti pour l'embarquement dans l'avion qui va nous conduire direction Dallas et pour un vol d'un peu plus de 10 heures. L'ambiance est très bonne, on a forcément un grand sourire aux lèvres et je pense qu'il y a encore un soupçon d'innocence par rapport à ce voyage et surtout on a du mal à réaliser que ça y est, on est vraiment à destination de la Tornado Alley. Il est 14 h quand on arrive sur le sol américain. Toutes les commodités, les paperasses sont rapidement faites et on prend tout de suite un bus, même une petite navette qui nous emmène chez notre loueur de voitures pour les 3 semaines à venir. Par la suite, il faut aller récupérer un forfait internet pour pouvoir avoir justement une connexion dans le véhicule. Et de connecter du coup le PC afin d'avoir du coup toutes les cartes donc live et compagnie. Ordinateur qui va vraiment être décisif dans nos tracks et surtout c'est un outil qui nous est crucial pour pouvoir amener à bien nos futures chasses. On arrive très vite en fin d'après-midi, on sort de Dallas, on se trouve un petit endroit tranquille. De façon à équiper la voiture en caméra, en micro, on met tout en place, tous nos équipements de façon à être tranquille tout au long du séjour et de façon à ce que tout fonctionne en adéquation. On n'oublie pas qu'il y a une situation qui est vue le lendemain. Puis nous voilà partis pour à peu près 10 heures de route car la target du lendemain est à 1200 km. C'est donc pratiquement 2 nuits que nous allons rouler assez longuement. C'est vers 1 h 45 du matin que l'on arrive du côté de Liberal, qui est situé dans le Kansas. On est donc à peu près à mi-chemin entre Dallas et Denver. On profitera d'un motel qui est, on va dire, typiquement américain, sans rentrer dans les détails, et qui, voilà, nous permet malgré tout, et une fatigue quand même bien prononcée, de se reposer convenablement pour être en forme le lendemain. Première nuit sur le sol américain,
un peu courte. On décide de partir du motel vers 8 h du matin. On a encore beaucoup de routes et c'est donc vers une zone à 10% de tornade que l'on va se diriger. En réalité, il y a deux zones qui sont vues. Une qui est vue sur, on va dire, Denver et une qui serait vue un peu plus à l'est, mais avec un potentiel un peu plus faible. On va partir pour 5 heures de route, on découvre un petit peu les paysages vraiment américains. Les beautés comme les endroits un petit peu chaotiques comme des fermes à perte de vue de vaches. Sur la route, Gwen profite du temps qui nous est proposé pour pouvoir configurer convenablement l'ordinateur avec justement l'accès Internet et rencontre un souci qui est plutôt handicapant. Pour faire recours, du coup, on a cette petite sonde qui nous permet de nous tracer sur le logiciel qui est GRLevel, ce petit logiciel là, du coup, qui n'est pas paramétré pour l'instant, qui nous permet du coup de nous géolocaliser par rapport aux cellules, donc le radar météo, en gros l'équivalent de météo ciel en France pour ceux qui connaissent. Sauf que cette cellule de détection, cette sonde du coup ne veut pas nous géolocaliser, j'arrive pas à la configurer sur le logiciel, ce qui est assez embêtant du coup, parce qu'on ne saura pas où on est sur la carte en fait. Heureusement, il arrive à trouver une solution un petit peu de rafistolage, mais qui a l'air de fonctionner. Donc on a le PC qui est configuré, on a notre position maintenant GPS qui s'affiche en temps réel, donc on peut maintenant partir l'esprit plus tranquille par rapport à ce souci-là. Sur notre trajet, on s'arrêtera du côté de Limon, donc une ville dans le Colorado déjà. Limon, c'est en réalité un point qui est stratégique pour nous dans le sens où ça nous permet de se restaurer. Et aussi pour refaire une petite coup de prévision, aussi affiner un petit peu notre target. On est en même temps un petit peu entre les deux zones qui étaient entrevues aujourd'hui par le SPC. On garde quand même en tête le fait que l'on partirait plus du côté de Denver parce que les paramètres prévision mais aussi en temps réel sont quand même plus favorables à pouvoir observer une éventuelle tornade. Il est 13 h, les premiers déclenchements se font au niveau du sud de Denver sur les premiers reliefs. Donc ça confirme un petit peu notre idée et c'est tout naturellement qu'on se dirige sur ce secteur. Nous on est où là, Jérémy? Là on est au point bleu, ces cellules elles remontent bien, d'accord? Pour l'instant on va aller là, c'est censé se décaler et si quand bien même ça restait vraiment sur ce rail là, on pourrait aller les chercher. C'est via l'Interstate 70 que l'on se rapproche de notre cible. Le ciel devient de plus en plus sombre, de plus en plus menaçant. Et on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de chasseurs d'orage qui convergent. Là, un petit peu de collines qui surplombe un petit peu la ville, mais on n'a pas complètement la vue totale. On essaie de se repositionner à plusieurs reprises pour pouvoir avoir justement un visuel convenable. Gwen, ce qu'il faudrait que tu essayes de faire, c'est aller redescendre. Là? Attends, redescendre. Ou repartir là. À droite. Là-bas, et après à gauche. Ouais, c'est ce que je pensais faire ça. Ouais. Et cela nous amène à se rapprocher de Denver. Afin d'avoir en fait une vue la plus proche possible du système qui est en cours. Pas plus tôt arrivé, l'orage du coup passe directement en tornado warning. Sont émis par nos téléphones qui en somme sont là pour nous prévenir en fait d'un danger imminent. On remonte. Ouais, moi aussi. Hein. On remonte du coup là où la route on était. Ouais. On va se caler sur la route On se cale, ça sert à rien. Là on va faire de la merde si on va tout là-dedans. On reste là-dessus. On remonte, on se cale là où il y avait les chasseurs tout au nord là-haut. Donc à ce moment-là, c'est une sensation qui est très particulière, qui est saisissante. Ce son est crispant et en même temps, nous, c'est quelque chose qui nous conforte sur le fait qu'on est au bon endroit. Ah oui, devant, oui. Oui. C'est vert, là c'est vert. Oh pauvre le positif. Ah ouais, ça va figer là mon gars. Oh putain, oui, elle est là. Allez, reste là. On met les warnings et on se met là. Bon, je t'aime pas la voiture. Pourquoi je fais pas on passe 5 minutes de toute façon également. Ça y est, tonnerre, enfin. On contemple tout doucement, gentiment ce gros système qui se rapproche, où d'ailleurs on voit et on entend d'énormes coups de foudre positifs qui tombent au loin.
Le système orageux est quand même assez dense. Il a tendance un petit peu aussi à s'étaler. Donc j'allais dire, on est un peu prudent par rapport à tout ça. Allez les gars. On décide de garder quand même une petite zone de confort dans cette première track pour pouvoir justement ne pas se mettre en défaut. Aux États-Unis aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'en gros, la chasse à l'orage, c'est limite un sport national. On s'en rend compte très vite parce que déjà, on voit qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent ici et là, un peu plus rapidement. Il y a aussi des véhicules qui sont floqués à des télévisions, qui ont des équipements très spécifiques. Bon, derrière, il y a un convoi de chasseurs. On s'arrête là? C'est pas le tir? C'est le dominateur? Ouais. On s'arrête là? Il est là, Rick. Allez go les gars, je vais fermer la voiture par contre, j'éteins tout, parce que là... Pour notre premier jour vraiment de chasse, on croise du coup Red Timer, qui est du coup un des chasseurs d'orage les plus connus aux États-Unis, avec du coup le Dominator, donc qui est un véhicule d'interception pour les tornades, conçu pour les tornades, pour résister du coup à des vents intenses, de la grêle et évidemment des débris dus aux tornades. Et donc là, on dit, on est vraiment pas mal placé, je pense. Si lui est là, c'est qu'à mon avis, on est pas mal. On viendra le laisser tranquille, on va pas l'embêter plus que ça. On l'aura croisé, on aura vu son véhicule d'interception qui est assez impressionnant. Mais on décide, nous, de continuer notre track et de le laisser tranquille. On voit le Dominator, moi je valide. L'orage vraiment commence à prendre une structure vraiment assez intéressante, mais pas vraiment très beau visuellement parlant, assez déstructuré, vraiment un orage type voilà, high precipitation, donc de grosses précipitations qui nous masquent en fait la vue sur si potentiellement il va y avoir une tornade. Il s'avère que plus à l'est, on a une très belle structure qui vient à très vite gonfler. Au regard des images radar, c'est de plus en plus joli. Donc on décide de commencer un petit peu à lâcher ce sur quoi on a été focus depuis le début de cette track, afin de pouvoir partir sur ces nouveaux foyers orageux qui seront, eux, peut-être un petit peu plus isolés de ce gros amas pluvieux. On y go? Ouais. C'est mort pour moi là-bas, malheureusement. C'est joli à filmer, Ça, certes, ouais. mais Ça c'est foutu ça. donc là, elle va nous passer devant. Il y a une autre cellule ou pas là? C'est un chute tout devant? Oui, c'est un... Non, ouais, il y a un truc naissant là. Là, on va s'échapper de cette nappe nous suit. Et regarde, elle remonte, bon, j'ai l'impression qu'elle perd en jeu. Elle perd en jus? Ouais, elle perd en jus. Mais c'est pas grave, elle est jolie, Oh, Ouais. fuck, là, on voit la structure, elle est là. Hein. Ouais, on n'est pas du bon côté, mais ouais. Ouais, mais bah, pour le coup, Je sais pas. pour le coup, Je sais pas si on n'est pas du bon côté à mon avis. c'est très joli. La track aux orages, c'est être au bon endroit, au bon moment. Et pour ça, et qui plus est aux États-Unis, il faut sans cesse se replacer par rapport à l'orage pour pouvoir être toujours bien positionné et avoir toujours la bonne fenêtre pour pouvoir observer les phénomènes, que ce soit la foudre ou les phénomènes tourbillonnaires tels que les tornades. Du coup, on est sans cesse en train de se repositionner, partant un petit peu à l'est, puis parfois revenant sur nos pas, remontant légèrement plus au nord. C'est un peu un jeu de stratégie où il faut être mobile et toujours aux aguets sur ce qui se passe à la lecture du ciel, mais aussi à la lecture des cartes radar live. On est trop à son sud, faut passer à son est, sud-est. Impossible. Là c'est compliqué là. Non là il faut continuer mon gars. Là faut se taper ça là maintenant. Et là du coup réellement une bonne target pour nous parce qu'on commence à arriver en fait sur une explosion convective devant nous. Un orage qui est littéralement en train d'exploser. C'est donc sur cet orage-là qu'on lance notre dévolu. Il prend d'ailleurs même un léger flux de sud en remontant plein nord. On continue à le suivre et on arrive sur une route qui là par contre va nous obliger à nous arrêter. Malheureusement on tombe sur un petit couac qui s'appelle du coup un feu rouge parce que la route malheureusement est en travaux et la route est barrée sur une voie. Donc malheureusement obligé d'attendre un feu rouge. Et on est plusieurs chasseurs d'orage, plusieurs voitures à être sur cette route-là. Sauf que ce n'est pas un feu rouge à la française où on attend 2-3 minutes, c'était un feu rouge où on a attendu quasiment un quart d'heure.
Tu vois que c'est le truc là qui attend un quart d'heure, là. Je vois qu'il y a un mec qui fait demi-tour. Je sors avec Max et je dis, bah attends, on va profiter du coup du spectacle. Putain, son cul, c'est mort. Et puis il y a une personne devant nous qui est en train de crier, de s'affoler. Et là, en fait, en effet, au loin, au niveau du rideau, on voit en fait un buisson se former un peu au sol. Et on voit gentiment en fait le cône se dessiner et il était en train de se produire une tornade. Tornade là-bas! Oh! Touch! Touch! Elle est belle en plus, hein? Première tornade, les gars. Premier jour, on arrive sur une tornade, certes lointaine, mais on est très content. On coche une case, tornade, voilà. Le feu passant enfin au vert pour pouvoir nous permettre de rouler. On remonte un petit peu le plein nord, on se dit qu'on va essayer de repasser devant pour pouvoir l'intercepter. Mais malheureusement, on se retrouve confronté à une dirt road absolument chaotique avec une couche de boue par-dessus de 5 cm et en fait qui fait que la voiture glisse énormément malgré les 4 roues motrices du véhicule. Elle glisse là, la bagnole? Ah ouais. Là je la tiens, je vous garantis parce que... Donc on tente de rattraper cet orage. Mais malheureusement, on n'est pas assez rapide, voyant que derrière, en plus de ça, ça a tendance à se généraliser complètement, un gros système pluvieux orageux. On décide tout simplement de laisser tomber ce que l'on est en train de suivre. Après, c'est vrai que si on pouvait récupérer la 67, ce serait l'idéal, mais... Faut aller tout droit. Ouais, mais Là je vais dans un rideau. Ouais. Donc il faut passer à gauche. Faut reprendre à gauche. Allez, je reprends son tour. On reprend à gauche, ouais. On est obligé de la lâcher. On est obligé de la lâcher, ouais. Parce que là, ouais, ça C'est trop imprudent. Il y en a un derrière nous aussi. On est donc obligé malheureusement de laisser filer cet orage et on repart un peu plus à l'ouest à ce moment-là parce qu'en fait on se rend compte que plus au sud, quelques petits noyaux sont en train de germer. Il fait 12 degrés, il fait très humide, on sort les kawaii, mais on se dit qu'on peut avoir peut-être une première séance photo de foudre sur cette fin de journée. Gros mal de crâne, tu sais ce que ça veut dire ça? Gros mal de crâne? Ouais. Ça sent le ramif? Ouais, ça sent le ramif? Ça tombe devant. Une fois ces noyaux orageux passés, eh bien, on regagne un petit peu des routes à plus grande fréquentation. On se cale à un côté et on attaque tout de suite une prévision pour le lendemain. Les distances aux États-Unis sont tellement gigantesques qu'il faut anticiper la situation du lendemain afin d'éviter d'avoir un temps de trajet trop long, faisant que l'on pourrait louper la situation. Ok, donc ça fait tomber bas. Ouais, ça fait revenir limite. Limite avec le Oklahoma. avec l'Oklahoma. Ouais. Ça c'est le paramètre de tornado. En fait, c'est un mélange de plusieurs paramètres et qui donne ce qui est triple point, les vents et compagnie. Voilà, les cités, ils prennent plein de choses, la quai bien sûr, ça simule la flexibilité. Je reste sur le même frame et en fait voilà. C'est ces cellules-là. Dans l'enroulement. Dans l'enroulement. Ok, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir quitter le fameux Colorado pour pouvoir redescendre dans l'Oklahoma pour demain, on va dire, fin d'après-midi. Ouais, ça en est large. ouais, carrément. Soit à plus de 600 km de notre position actuelle, ce qui va donc nous forcer à faire pas mal de routes tout de suite après cette track et encore pas mal de routes aussi le lendemain après avoir trouvé un petit hôtel sympathique. Sur cette première journée, j'avoue qu'on a été projeté directement dans ce que pouvait offrir la Tornado Alley. Des sensations qui font vraiment plaisir, des sensations qui étaient attendues. Et voilà, ça nous projette dans ce voyage qui s'annonce vraiment très plaisant à vivre.